Alors là, on a une photo du crash. Ouais. Alors, il y a du mouvement autour. Hein. Oui, oui. Voilà, il y a un camion. Je crois que c'est le camion de Georges Groine d'ailleurs. Bon, après, il y a d'autres personnes. Et c'est l'épave, évidemment, qu'on a vu tout à l'heure. OK. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on y lit facilement ce qu'on appelle le numéro de série. Ouais. Hein, le numéro de série se situe dans la partie basse. Alors, le numéro de série se situe sur une plaque qui est fixée sur l'hélicoptère. Mais le numéro de série, on le trouve aussi sous le nom écureuil. Bon. Et en l'occurrence, le numéro de série de cet appareil, c'est 1689. C'est bien le numéro de série de l'appareil de Thierry Sabine. Immatriculation F-GEAM. On le lit sur la queue, si on revient sur la diapo bleue, on le lit très bien F-GEAM. Ça, c'est l'immatriculation. Le numéro de série, c'est 1689. Jusque-là, c'est cohérent. Très cohérent. Alors maintenant, on passe à la photo suivante. Alors là, on a quasiment la même épave. Ouais. On a quasiment la même épave, on a quasiment la même prise de vue. Ouais. Sauf qu'il n'y a plus les camions, il n'y a plus... Sauf qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc on imagine que cette photo a été prise de bonne heure, le matin. Et là, c'est intéressant parce que quand on prend une loupe comme je l'ai fait, alors ça c'est une photo qui émane d'un supplément de VSD. Ouais. Et là quand je prends une loupe, et qu'on regarde, j'imagine... Et qu'on regarde, voilà, on va passer après à la diapo suivante. Voilà, alors je vais mettre la diapo. C'est dans cette partie-là. Voilà, c'est dans cette partie-là. Voilà. Donc c'est dans cette partie-là. Donc là, alors là, on n'a plus 1689. Ouais, alors c'est... Bon, j'ai du mal à lire, je t'avoue, 1300. Ben là, on a 145. 145, voilà. On a 145, le quatrième chiffre n'est pas lisible. Le quatrième chiffre, regarde bien le quatrième chiffre qui se situe dans la déchirure de la tôle. Ouais. Alors maintenant, passe à la diapo suivante. Et là, on agrandit. Voilà. Et là, on a 1689. Et là, on a bien l'hélico de Sabine. Ça, c'est l'hélico qui est au sol, la première vue, tout à l'heure, avec le monde autour. Et regarde où se situe le dernier chiffre. Ah ben là, non, ils sont pas au même endroit. Il n'est plus dans la déchirure. Il n'est plus tout à fait au même endroit. Ouais, il n'est plus du tout dans la déchirure. Voilà. Là. Donc, deuxième indice fort sur la différenciation des appareils. Premièrement, béquille de queue. Deuxièmement, numéro de série. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Ben, on fait ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'on va sur le registre de la DGAC, où là, on a toutes les immatriculations, tous les numéros de série de tous les aéronefs, avions, hélicoptères, etc. Voilà, DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile. Et ça a été donc... AS, ah oui, bien sûr. Ah non, mais bien sûr, oui, Bien sûr. Bon, là, je ne les ai pas mises, mais on a les fiches avions. Alors, je vais le dire. Les fiches avions. Alors, les fiches avions, donc, alors, il faut regarder, évidemment, l'hélicoptère, écureuil, AS350, B. C'est le type d'appareil. Écureuil, AS350, B. Bon, alors, je regarde quels sont les appareils dont le numéro de série commence par 145. 145. 145. Ouais. Et là, on en a deux. Il y a le 1453, immatriculé F-GCTM, et on a le 1451, immatriculé F-GICG. Alors, pour la petite histoire, c'est très intéressant, le 1453 était sur le Dakar en 86. Il était là, dédié aux images. Intéressant. Et très intéressant. C'est-à-dire qu'on a un hélico disponible sous la main. Il était là. De plus, c'est très symbolique, mais c'est intéressant de le dire, c'est un hélico qui a été utilisé 3 fois en 1981 par Philippe de Dieuleveux. Ah, qui lui aussi a connu... Au cours de la chasse au trésor. La chasse au trésor. Qui lui aussi a connu une mort qui est loin d'être accidentelle. Voilà, aussi très très bizarre. Hein, noyé dans les rapides du fleuve Zaïre. Oui. Ouais.
Donc, cet hélicoptère était présent sur le Dakar en 86. Numéro de série 1453. Le 1451, qu'en est-il? On regarde, on a aussi les noms des propriétaires. Je vois que le 1453, en fait, il est immatriculé pour la première fois en juin 88. Je contacte son propriétaire. C'est un Lyonnais. Et je dis, monsieur, voilà, donc je suis en train de faire des recherches, etc. Enfin, je lui explique, quoi. Je lui dis, bon, vous avez été propriétaire du 1451 F-GICG. Il me dit, oui, oui, oui. Oui, il me dit, c'est un hélico que j'ai acheté à l'aérospatiale, un hélico reconstitué à partir d'un appareil craché. Je lui dis, attends, vous pouvez préciser ça? Il me dit, oui, oui, moi j'ai effectivement racheté cet hélicoptère à l'aérospatiale qui a été reconstitué à partir d'un appareil détruit, d'un appareil craché. Ah ben, je lui dis, ça c'est quand même invraisemblable. Je lui dis, parce que là, peut-être que vous avez hérité de l'appareil qui s'est craché au cours du Dakar. Ah mais il me dit, mais c'est pas impossible. Mais il me dit de toute façon, mais je lui dis, mais comment se fait-il que l'aérospatiale reconstitue des appareils? Ah mais si. Il me dit, mais la meilleure preuve, c'est que moi, mon pilote a craché cet hélicoptère, j'ai donné la plaque à l'aérospatiale avec le numéro de série, ils m'en ont reconstitué un autre avec la même plaque. Ça veut dire que le numéro de série peut suivre plusieurs hélicoptères. Alors, c'est encore une énormité. Donc on a ces deux appareils possibles. Soit le 1453, soit le 1451, qui lui nous dit c'est un hélico qui a été reconstitué à partir d'un appareil craché. Le 1451. 145. Appareil craché, le 14 évidemment, pour la mise en scène. Alors j'en ai évidemment parlé au responsable des immatriculations de la DGAC. Je lui dis, monsieur, cet hélicoptère qui fait son apparition en France en 1988, en juin, où était-il avant? Ah ben il me dit, écoutez, avant il devait être sur un registre étranger, parce que bon, il n'était pas en France, quoi. C'est ce qu'il me dit, lui. Ah bon, d'accord. Je lui dis, mais vous êtes au courant quand même que l'aérospatiale reconstruisait des appareils d'occasion avec des cellules neuves et la plaque d'un appareil craché? Il me dit, c'est pas possible. Ah ben je lui dis, écoutez, c'est pas possible, c'est tout à fait possible, puisque je connais quelqu'un qui, à deux reprises, a eu un appareil reconstitué à partir de la plaque, qu'il a récupéré, qu'il a donné à l'aérospatiale, qui lui a reconstruit un hélicoptère. Donc c'est une activité qui n'est probablement pas très catholique. Hein, c'est comme si toi, tu craches ta bagnole, tu vois, hein, tu enlèves la plaque, hein, où il y a toutes les... Bon, il y a le numéro de série, il y a tout dessus, hein, et tu donnes ça à Renault, tu dis, ah, ouais, refaites-moi une bagnole avec la plaque, là, hein, c'est-à-dire tu as le même numéro de moteur, enfin, je pense qu'il y a sur une plaque de voiture. Donc voilà, donc ça, c'est encore une anomalie importante. Alors, si tu passes à la diapo suivante... Oui. Voilà, alors là on a fait plusieurs essais évidemment, où là on trouve le 1689, et là le 145, le 145 ressort bien, hein, et on voit bien donc la différence entre la position du dernier chiffre à gauche, la position du dernier chiffre à droite qui est dans la déchirure. On a quasiment les mêmes prises de vue, les mêmes angles de vue, il n'est pas possible qu'on ait ça. Donc on a deux preuves, en tout cas des indices forts, qu'on a bien affaire à deux appareils différents. C'est clair et net. De plus, il y en a un qui est sur le Dakar en 86. Le 1453. Il est là, il est sous la main, il est là. Ça mériterait quand même qu'officiellement on s'y intéresse à tout ça. Même 30 ans après. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'énorme, quoi. Quand j'ai trouvé ça, j'ai dit là on dépasse tout, quoi. Hein. On va très loin. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on revient à cette journée du 13 janvier, et là on a un témoignage intéressant du père de monsieur de Sabine, Gilbert Sabine. Gilbert Sabine, le père de Thierry Sabine. Ouais. Le père de Thierry Sabine, qui nous dit
qui nous dit, d'ailleurs, il y a un extrait vidéo, hein, donc ça c'est une émission, un documentaire inédit, donc, qui date de janvier 2015, c'est pas vieux. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit, M. Sabine? Et là, on va arriver au mobile de l'affaire. Les gens doivent se demander pourquoi. Oui, le mobile. Je ne suis même pas allé voir en question, je sais très bien. Le mobile, voilà, le mobile. Alors, M. Sabine nous dit que dans l'après-midi du 13 janvier, Thierry lui a téléphoné et il le dit, je ne le sentais pas. Je ne le sentais pas. Il n'était pas comme d'habitude. Il était très mal, je ne le sentais pas. Et lui-même, M. Sabine, dit, j'étais très mal après son coup de fil. J'étais d'autant plus mal après son coup de fil qu'un mois plus tôt en Normandie, Thierry Sabine avait rédigé son testament. Il avait 36 ans. Un mois avant, il avait rédigé son testament. Le 13 dans l'après-midi, il téléphone à son père, qu'il a senti pas bien du tout, qui lui-même était pas bien du tout après ce coup de fil. Que s'est-il passé à ce moment-là? Pourquoi Thierry Sabine était si mal? Pourquoi a-t-il rédigé son testament un mois avant? Dans quel engrenage était-il embarqué? Quelle était la menace qui pesait sur lui? Ce sont des questions. Ce sont des questions. Alors, on en arrive maintenant au mobile. Alors, le mobile, on parle d'un trafic d'armes. Oui. Ça veut dire que le Dakar couvrait un trafic d'armes. Alors, est-ce que le Dakar couvrait un trafic d'armes en 86? Est-ce que ça a déjà existé les années précédentes? Ça, j'ignore. Mais il semblerait, et ça semblait assez vraisemblable, que Daniel Balavoine aurait été mis au courant, ou en tout cas aurait découvert ce trafic d'armes. À partir du moment où Daniel Balavoine aurait évidemment découvert ce trafic d'armes, il allait le dénoncer. Oui, parce que lui, pas du genre à garder sa langue dans sa poche. Il gardait pas ça pour lui. Donc il allait forcément dire, dénoncer. C'était d'autant plus, il a dû être scandalisé d'ailleurs, de voir qu'on utilisait ces convois du Dakar pour transporter des armes, alors que lui-même avait créé ce qu'on appelle le convoi du cœur. Qui mettait des pompes à eau dans les villages. Donc, à quel moment l'a-t-il appris? On n'en sait rien, vraisemblablement un peu avant. Est-ce qu'il allait l'évoquer? Est-ce que Sabine était au courant? Est-ce que Sabine a subi une pression politique? Est-ce qu'on lui a forcé la main pour transporter des armes? Il avait dit que c'était son dernier Dakar. Est-ce que Il avait dit que c'était son dernier Dakar. Oui, il l'avait dit. Il l'avait dit que c'était son dernier Dakar. Donc, je pense qu'il était, à mon avis, prisonnier, pris au piège, très mal, pour rédiger son testament un mois avant, et en plus, ce jour-là. Alors, que s'est-il passé ce jour-là? Est-ce que Daniel... Alors là, on émet des hypothèses. Est-ce que Daniel est venu le voir en lui disant « Écoute, c'est scandaleux, ce transport d'armes, je vais le dénoncer ». Est-ce qu'il y a eu autre chose? En tout cas, il a eu une pression, là. Il s'est passé quelque chose. Et forcément, comme toutes les mafias, évidemment, dignes de ce nom, on élimine tout le monde. C'est-à-dire, on élimine ceux qui nous servent, dès qu'on n'en a plus besoin. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, il est devenu gênant, en fait. Il est devenu gênant. Alors, Daniel Balavoine est devenu gênant. Thierry Sabine, peut-être, avait, mais on formule encore des hypothèses, des remords de conscience, d'avoir accepté ou d'avoir été contraint d'accepter. Enfin bon, il y a tout un questionnement quand même. Parce que j'ai quand même discuté avec des gens du Dakar qui m'ont dit, un en particulier, il a vu des valises d'argent quand même, quoi, des valises pleines de pognon. Hein. Voilà, transiter comme ça. Parce que transiter, donc bon, ce que tu nous sous-entends, c'est quand même incroyable. Aussi dans le livre, quand même, c'est qu'il y aurait une implication au plus haut niveau de l'État. Ah ben c'est évident. Alors oui, alors il faut savoir qu'en 86, il y avait à l'Élysée une cellule africaine dirigée par le fils d'un certain François Mitterrand. Voilà, il y avait donc un fils donc Mitterrand, voilà, et il y avait Jean-Christophe Mitterrand, et il y avait aussi Pierre-Philippe Pasqua. Oui, le fils de Pascal Pasqua. Notre cher Ces deux-là, il y a un très beau livre qui s'appelle La France-Afrique, qui a été écrit par François-Xavier Verschave, que je connais, voilà, je connais, il est décédé, mais que je connais très bien, que tu as connu. J'ai connu. Donc un très beau livre, effectivement, alors qui n'évoque pas cette histoire-là, hein,
mais qui dit quand même, qui parle bien de la France-Afrique, de cette cellule africaine, Tout à fait, et de toutes les magouilles, évidemment, de Il y a ces eu beaucoup de transports problèmes, d'âmes qu'il y a d'ailleurs, à eu. cause de Absolument. ce livre. Il y a d'ailleurs eu condamnation du fils Mitterrand, qui a même été condamné aussi pour trafic d'armes. Trafic d'armes en Angola, voilà. Absolument, au Congo, absolument. tout à fait. L'Angolaguette et compagnie. L'Angolaguette. Donc, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on avait à l'Élysée une cellule africaine qui était spécialisée vraisemblablement dans le trafic. Bon, alors, quand on a quand même un certain nombre de camions et de véhicules qui partent en Afrique, bon, on va quand même pas les laisser partir à vide. Donc il y a eu certainement des complaisances, des gens qui ont accepté de transporter, voilà, des arrangements. l'argent, et quand même, à un moment donné, les consciences s'effacent, hein, comme je l'ai écrit dans la version prochaine. Hein. Il y a une version un peu augmentée, mais légèrement, hein, où justement je mets l'accent sur ce trafic d'armes. Alors bon, voilà, Daniel Balavoine, le pauvre Daniel qui lui, très naïf, très innocent, s'est retrouvé au milieu de ce merdier, de ce guêpier, ayant découvert ça, ayant vu quand même des trafics, des abominations, forcément allait le dénoncer, forcément. Et là, il fallait pas qu'il rentre. Lui ne devait pas rentrer, Sabine ne devait pas rentrer, parce que ce jour-là, le 13, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais manifestement, il y a un truc grave qui est arrivé pour lui, on ne sait pas quoi. Les trois autres sont des dommages collatéraux, hein. Dommages collatéraux. Pas de chance, pas de mauvais moment. Pas de peau, hein.